Voilà, nous retrouvons pour le webinaire numéro 11 et pas mal de questions se sont posées à propos des candidatures et nous nous entendons, voyons cet après-midi à ce propos. Remise des candidatures, donc nous sommes à X plus 35, enfin ça n'a pas encore commencé pour nous d'ailleurs, puisque le premier X plus 35 vont commencer ici milieu du mois. Vous aurez déjà reçu probablement une partie, voire même déjà toutes les candidatures, sachant que normalement ce sont les délégués de l'entreprise qui vont vous les communiquer, mais je dirais de manière générale, c'est plus souvent les secrétaires permanents des centrales qui envoient les candidatures aux employeurs. Alors, c'est pas parce que nous serons bientôt à X plus 35 que j'allais dire que la chasse est ouverte, sachant que s'il y a encore des modifications possibles, après X plus 35, puisque jusqu'à X plus 76, il peut encore y avoir des remplacements. Il y a des raisons limitées de par la loi, effectivement, qui justifieraient un remplacement d'une personne. Mais donc, c'est pas parce qu'on est à X plus 35 qu'effectivement, les choses sont complètement jouées. Alors, vous pourriez recevoir des candidatures de la part des syndicats, des plus grands syndicats, des 3 grands syndicats, mais aussi, si vous avez des cadres en interne, eh bien, avoir des candidatures provenance de la CNC ou d'une liste maison éventuellement, pour peu évidemment que cette liste maison rassemble suffisamment de candidats et de soutien en interne. Alors faire attention évidemment que cette remise, il est important de respecter le délai. Hein. Si cet envoi se fait par la poste, c'est le cachet de la poste qui va être important. D'où aussi une remarque à faire, c'est que attendre juste à X plus 35, c'est un peu juste, puisque on peut très bien avoir une lettre encore postée à X plus 35 et qui est encore valable en tant que dépôt de liste. Donc vous serez prudent d'attendre quand même encore un jour. Normalement, la poste va suffisamment vite que pour que vous l'ayez à temps. Alors, on peut imaginer d'autres systèmes, d'autres façons de remettre, entre autres la remise purement et simplement de la main à la main de la part de l'employeur. Ou alors, si la remise se fait au travers du site du SPF, Emploi, Travail et Concertation Sociale, il y aura une date qui va être générée, hein, donc vous serez évidemment comme employeur au courant, qui pourra justifier de la remise à temps des candidatures. Alors faites attention, quand il y a des modifications à ces listes, eh bien, les modifications doivent avoir lieu selon le même médium, sinon, il y a évidemment des risques de perte d'informations. Alors, quels candidats? Les candidatures sont déterminées de façon souveraine par les syndicats, c'est vraiment eux qui décident de qui sera candidat dans l'entreprise. Sachant que certains syndicats vont plus loin dans la démocratie interne et organisent parfois des sortes de primaires en interne dans leur syndicat pour voir qui va se présenter ou qui pourra être présenté par l'organisation syndicale sur la liste des candidats possibles. Alors le nombre maximal de candidats qu'un syndicat peut présenter est fonction évidemment du nombre de sièges à attribuer, sachant qu'on peut présenter évidemment autant de candidats pour un futur possible mandat fictif qu'un mandat de suppléant. Alors, les listes ont reçu au début du mois de décembre 2015 les numéros de liste qui vont aussi figurer sur les bulletins de vote. La CGCLB a eu le numéro 1, le GTB le 2, la CC le 3, la Confédération nationale des cadres le 4, sachant que si vous avez en interne une liste maison de cadres, eh bien c'est vous comme employeur qui allez avec aussi une main innocente, attribuer un numéro qui sera dans l'ordre chronologique, logiquement le 5, voire éventuellement le 6. Alors je vous ai dit que après X plus 35, on ne savait pas encore totalement si la liste des candidats était complète, enfin complète en tout cas définitive. On a effectivement, dans 5 cas, une possibilité de remplacement de la part des syndicats. Un décès, par exemple, d'un des candidats, c'est quelque chose évidemment de possible. C'est à souhaiter que ça n'arrive pas trop souvent quand même. Un départ volontaire, donc quelqu'un qui démissionnerait, ou éventuellement un retrait de candidature.
il aurait dû y avoir lieu un peu avant le X plus 70, mais un retrait de candidature, si le travailleur, je dirais, a été ou a réfléchi ou a été un peu forcé pour mettre sa candidature, parce qu'à certains moments, les syndicats et certaines entreprises cherchent des candidats pour qu'ils se présentent. Donc parfois peut-être qu'ils le forcent un petit peu la main. On peut imaginer encore deux situations. Celle du fait que le candidat ne serait plus membre du syndicat, donc être entre guillemets éjecté du syndicat. Ce n'est pas une situation très fréquente non plus. On peut encore imaginer une dernière situation, c'est un changement de catégorie. Donc si le candidat ne représente plus la candidature pour laquelle il se présente, ça n'appartient plus à cette catégorie, à ce moment-là, on va pouvoir le remplacer. Sachant que voilà, ce changement de catégorie, vous ne pouvez pas, comme employeur, le décider au moment même. Ça ne peut pas être fait dans une période, je dirais, suspecte. Donc, si c'est un changement de catégorie qui est prévu de longue date, soit ça ne pose pas de problème. Maintenant, je vous déconseille de changer quelqu'un de catégorie justement à ce moment-là pour éviter qu'il ne se présente. Ça pourrait évidemment être très mal considéré. Alors, qui peut poser sa candidature? Eh bien, quelqu'un qui appartient à l'unité technique d'exploitation pour laquelle il y a effectivement des élections, et il doit appartenir à l'UTE au jour Y. Hein, dans la plupart des cas, c'est au jour Y ici qu'on va analyser la situation. Il y a une condition d'âge qui existe encore dans la loi. Comme vous savez, les critères d'âge ne sont plus acceptés par le droit européen. Bon, ça n'a toujours pas été changé. Maintenant, je ne suis pas certain que quelqu'un qui a 65 ans a encore l'intention de se présenter, mais juridiquement, on trouve face encore une limitation de l'âge, par rapport à un critère d'âge qui n'est pas juridiquement correct. Alors, il faut être, quand on est jeune, on doit avoir un minimum 16 ans, vous notez que 16 ans, c'est l'âge à laquelle on n'est plus obligé d'avoir un enseignement de plein exercice, on peut partager son temps entre la scolarité et le travail. Alors, c'était déjà le cas en 2012, on ne peut pas être en conseiller en prévention ni personne de confiance, ou éventuellement dirigeant évidemment. Hein, donc ça a été confirmé cette fois-ci, c'est dans les textes de loi eux-mêmes, ce n'est plus simplement une position de l'administration qui était prise en 2012. Conditions d'ancienneté à évaluer au jour Y de nouveau, hein, le fameux jour Y. 6 mois ininterrompus dans l'entité juridique ou dans l'UTE, ou 9 mois interrompus éventuellement dans l'entité juridique ou l'UTE en 2015. Les anciennetés conventionnelles ou comme intérimaires ne comptent pas, sauf évidemment si on se trouve dans des situations exceptionnelles de type occupation irrégulière d'intérimaire. À ce moment-là, évidemment, on devrait pouvoir faire compter l'ancienneté en tant qu'intérimaire. Alors, X plus 35 est passé, on est à X plus 40, vous allez afficher la liste des candidats. Vous allez, en tant qu'employeur, afficher cette liste, j'allais dire, de manière servile, effectivement telle que vous les avez reçues, hein, sans en changer les éléments, même si vous constatez qu'effectivement, il y a des erreurs qui sont des contradictions, des erreurs qui sont manifestes, vous n'avez pas la possibilité de faire une correction, même si ça se justifie, ou vous trouvez que ce serait correct de faire la correction, eh bien, il ne vous appartient pas de changer ça. Donc, c'est vraiment reprendre de manière très précise les informations telles que les organisations syndicales vous les ont envoyées. Petite remarque aussi, pour X plus 35, et les jours qui précèdent X plus 35, puisque tout ne va pas arriver le dernier jour, vérifiez évidemment à chaque fois que vous allez utiliser la dernière liste qui a été communiquée, hein, puisque les syndicats peuvent changer leur liste jusqu'au dernier moment. Donc c'est vraiment la toute dernière liste, celle qui est définitive, qu'il va devoir être affichée. Alors, par rapport à cet affichage, il faut savoir que les témoins peuvent assister à cet affichage, hein, à l'opération proprement dite. La question que j'ai eue assez fréquemment dans les formations, c'est est-ce qu'on était obligé de les inviter? Alors, inviter, oui, donc informer les travailleurs que l'opération va avoir lieu, bien sûr. Par contre, il n'est pas nécessaire que vous soyez proactif par rapport à ces témoins. Donc, vous ne devez pas les chercher, je dirais, par la main. Pour peu qu'ils soient informés et invités, cela suffit.
Et s'ils ne sont pas là, ce n'est pas une obligation d'être présent de leur part, donc ce n'est pas une condition de validité. On peut très bien avoir des opérations sans aucun témoin s'ils ne tiennent pas à être présents. Alors, ici en 2016 et plus que par le passé, l'affichage électronique est évidemment possible, et tout ce qui est candidature a pu être envoyé et communiqué au travers du site du SPF Emploi, Travail, Concertation Sociale. Suite à cet affichage, eh bien, on peut évidemment imaginer que des plaintes aient lieu, des plaintes ou des recours. Alors, il y a quand même une particularité sur laquelle je dois attirer votre attention, c'est que l'employeur ne fait pas exactement ce qu'il veut en matière d'affichage, enfin de recours, puisqu'il ne peut intervenir spontanément, je veux dire, lui-même, et qu'à X plus 52, que dans la mesure où il n'y a pas eu de plainte des syndicats ou d'un travailleur préalable. Donc il faut s'il y a une plainte préalable d'un travailleur ou de syndicat, avec plus 47, eh bien, l'employeur n'a pas l'occasion d'introduire un recours. Donc c'est en l'absence de plainte que l'employeur peut à ce moment-là prendre action éventuellement. Alors, partons de l'hypothèse ici qu'il y a une plainte du syndicat ou d'un travailleur qui souhaite par exemple adapter un nom, ou compléter un nom s'il y a éventuellement un alias qui est utilisé ou un nom usuel qui est utilisé et qui ne figure pas par exemple. Eh bien, l'employeur à X plus 48 va simplement faire office de transmetteur. Donc il va simplement être la roue de communication entre un syndicat et le syndicat visé par cette plainte ou le syndicat lui-même. Il arrive évidemment qu'un syndicat dépose plainte contre sa propre liste afin de pouvoir encore changer certaines choses. À X plus 54, le syndicat qui a reçu la plainte ou de la part d'un travailleur ou d'un autre syndicat modifie la liste ou éventuellement ne la modifie pas. Et à X plus 56, l'employeur affiche, quoi qu'il arrive, la liste, qu'elle soit modifiée ou pas. Alors, après cette procédure de recours interne, on peut avoir éventuellement un recours devant le tribunal du travail. Donc, on va à ce moment-là externaliser le contentieux. Dans un premier temps, c'était en interne, maintenant c'est externalisé vers le tribunal du travail, qui a jusqu'à X plus 75 pour faire valoir, pour communiquer son jugement. Du côté employeur, si donc il a eu l'opportunité, pour absence, enfin, dans la mesure où il y a absence de plainte de la part du syndicat des travailleurs, il peut, lui, donc à X plus 52, introduire un recours et on a jusqu'à X plus 66 pour se prononcer du côté judiciaire. Quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait introduire un recours ou une réclamation? Tout d'abord, si le candidat ne remplit pas des conditions d'éligibilité, donc les conditions d'ancienneté par exemple, ou s'il y a des irrégularités dans la remise des listes des candidats, donc trop de candidats sur la liste par rapport à ce que peut présenter un syndicat, ou un syndicat qui se figurerait sur plusieurs listes. Alors c'est des choses qui arrivent, c'est un peu paradoxal, mais certains travailleurs, je dirais, ont une carte de membre auprès de plusieurs syndicats, probablement qu'ils l'utilisent en fonction de l'entreprise dans laquelle il se trouve, ou la majorité de l'entreprise où il se trouve, et il se peut donc qu'un syndicat, une centrale, choisisse quelqu'un qui figure dans la liste des membres de son propre syndicat et de liste de membres d'un autre syndicat. Évidemment, en cas d'introduction tardive, on peut bien sûr introduire un recours pour d'éventuelles fautes d'orthographe, donc fautes de rédaction dans le nom d'un candidat. C'est important. Il y a des décisions de jurisprudence qui, et certainement quand il y a une confusion possible entre des travailleurs au sein d'une même entreprise, il y a des décisions de jurisprudence qui donnent droit à la demande d'un travailleur pour voir corriger son nom, éventuellement pour annuler pour partie ou pour le tout les élections, dans la mesure où il y avait effectivement confusion possible entre plusieurs candidats. Dernier élément, peut-être plutôt rare, mais enfin, de nouveau, ce serait éventuellement une condition, un élément pour éviter la confusion entre les personnes, le fait de mentionner le sexe du candidat, soit masculin, soit féminin, parce qu'effectivement, il peut y avoir des prénoms qui n'indiquent pas nécessairement le sexe de la personne concernée. Dominique, par exemple, on ne sait pas nécessairement si c'est un homme ou une femme.
Reste la dernière possibilité, ce serait l'abus de droit. Bon, l'abus de droit, soyons raisonnables, je pense que il y a effectivement des décisions en Belgique qui font droit à ce genre de recours, mais c'est plutôt l'exception. Donc, je dirais, je ne me lancerai pas, je dirais, sans une mûre réflexion et un dossier solide dans une procédure qui viserait l'annulation ou le recours contre une candidature pour lequel on pense que ce n'est qu'une question de protection et non pas l'intention d'effectivement représenter les travailleurs au sein des organes. Alors, pour les personnes qui ont un peu plus, peut-être de chance, ça c'est une question de point de vue évidemment, il y a des différents cas de figure à remarquer concernant l'éventuelle cessation de la procédure. Trois cas possibles. Tout d'abord, à X plus 35, vous n'avez reçu aucune candidature. Alors, la question m'a été à plusieurs reprises posée, est-ce que on doit attendre une action, enfin, est-ce qu'il y a une action positive de la part des syndicats vis-à-vis des employeurs pour dire qu'on ne va pas déposer de candidature? Non. Là, ici, c'est vraiment un rôle tout à fait passif de la part de l'employeur qui attend qu'effectivement le délai soit écoulé. Alors, c'est à X plus 35, je dirais même 36, que on va pouvoir évidemment constater qu'il n'y a pas de candidat. Alors, qui le constate, c'est l'employeur. Petite remarque quand même, on pourrait avoir aussi ce cas de figure-là si les candidatures qui figurent sur la communication du syndicat eh bien, sont déclarées nulles. Auquel cas, on peut arriver au même résultat. Donc, ne pas avoir, un arrêt de la procédure et ne pas voter du tout. C'est donc l'employeur qui constate ça. Par conséquent, il n'y a aucun vote dans l'entreprise. La procédure s'arrête bien comme ça. J'insiste cependant pour que, et il existe d'ailleurs des procès-verbaux types, pour bien noter, bien dresser procès-verbal de carence, ce qu'on appelle de carence, c'est-à-dire pour absence de candidat. Deuxième cas de cessation possible, on aurait une cessation, à ce moment-là, elle est partielle, pour défaut de candidat pour une candidature, ou éventuellement plusieurs candidatures. Alors ici, ce n'est plus l'employeur qui va pouvoir constater le fait, c'est le bureau de vote qui comporte le plus grand nombre d'électeurs. Alors ici, c'est pas X plus 35, c'est X plus 79, date à laquelle on va pouvoir constater ça. Ça a comme conséquence que, c'est vrai, le vote va s'arrêter, donc il n'y aura pas d'élection, on ne procédera pas au vote pour les catégories concernées. Pour les autres, et bien sûr, on continue. Alors faites attention, on conseille pour la deuxième et la troisième situation de cessation d'attendre le jour Y pour faire la constatation et surtout pour afficher cet arrêt partiel, parce qu'un affichage préalable pourrait avoir une influence sur le résultat du vote des autres catégories. Pour la cessation complète, pour absence totale de candidats, évidemment, la question ne se pose pas. Pour les autres, effectivement, ça peut avoir un impact sur le comportement des électeurs des autres catégories et des autres organes à élire. Troisième et dernière possibilité de cessation, c'est toujours une cessation partielle, c'est pour l'hypothèse où on a un vote superflu. Ça veut dire, je dirais, tout le monde a gagné, mais ça suppose qu'il y ait un seul syndicat qui présente un nombre égal ou inférieur de candidats par rapport au siège à pourvoir. Donc, les personnes sont élues sans avoir, je dirais, subi le vote des électeurs. Et cette fois-ci, c'est le bureau de vote de la catégorie concernée qui va pouvoir acter cet arrêt, et ce sera au plus tard à X plus 79, même remarque pour l'affichage, attendez le jour Y pour ne pas influencer le vote pour les autres catégories. On arrête le vote pour certaines catégories, mais si ce n'est pas un arrêt pour tout le monde, ça veut dire que d'autres vont quand même procéder à un vote. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. C'est un moment évidemment important, c'est une étape, je dirais, qui est attendue par les employeurs au cours de la procédure des élections sociales. Maintenant, voilà, pour certains, peut-être chanceux, ils vont pouvoir s'arrêter là. Pour d'autres, mais la procédure continue
et on se retrouvera au jour Y pour passer réellement au vote, sachant que le jour Y, si on est bien préparé, le jour Y généralement se déroule bien et effectivement peut-être un peu de stress ou de nervosité au moment des résultats, mais pour le reste, je dirais le plus gros à ce moment-là sera derrière nous. Voilà, je vous retrouve dans un prochain webinaire au mois d'avril.